petit mot d'introduction, cette table ronde, je me présente très rapidement. Je suis Charlotte Bald, je suis conseillère régionale auprès de la présidente de région Valérie Pécresse sur les questions d'égalité femmes-hommes. Et c'était important pour nous d'être à vos côtés ce soir, d'être aux côtés de Tekit ce soir et de l'ensemble de ces acteurs. Pourquoi ? Parce que c'est un domaine sur lequel on en a conscience depuis de longues années. Il est temps d'agir. Les femmes et la tech, c'est un vrai sujet. J'ai l'impression que depuis vendredi, d'avoir répété plusieurs fois l'obligation qu'on avait d'agir pour l'orientation de nos jeunes filles, pour dire aux jeunes filles que les sciences, c'est top et qu'il faut y aller et qu'il faut lever les barrières et que c'est ouvert pour toutes et pour tous et pas uniquement pour des jeunes filles qui pensent que c'est plutôt réservé à des garçons ou plutôt réservé à des filles qui ont des super brillantes notes. Non, en fait, il y a plein de métiers top dans la tech qui sont ouverts, qui sont vraiment ouverts. Alors, nous, on a un challenge à la région Île-de-France, c'est que notre domaine de compétences, c'est les lycées. Et donc, agir pour l'orientation des jeunes filles, c'est un de nos défis. C'est un défi qu'on relève avec un programme qui s'appelle le programme Olympe. Et on ne fait pas ça seul, on fait ça avec beaucoup d'associations. On fait ça avec Become Tech, par exemple, qui est présent ce soir. Je ne sais pas s'il y a des personnes de Become Tech dans la salle. J'en ai pas vu, je n'ai pas vu mes interlocutrices. Mais voilà, pour nous, Become Tech avec le dispositif Job in Tech, je ne sais pas si vous les connaissez, mais je vous invite à aller les rencontrer. C'est aussi en fait le moyen de faire découvrir à des jeunes filles des quartiers populaires des orientations dont elles n'ont pas forcément connaissance, et surtout de les emmener dans des camps pour pouvoir se former et découvrir les métiers de la tech. C'est des métiers d'avenir, on a de cesse de le répéter depuis plusieurs années, mais on a besoin de l'énergie de toutes et de tous pour pouvoir demain avoir des jeunes filles brillantes dans nos milieux et surtout déjà des jeunes filles dans la tech. Donc, que vous dire de plus ? On a d'une part donc ces filières d'orientation qu'on essaie de promouvoir et d'autre part l'entrepreneuriat au féminin parce que c'est aussi des métiers où l'entrepreneuriat est prenant et on le sait aussi, entreprendre quand on est une femme, c'est plus compliqué. Il y a des barrières qu'on se met et qu'il faut lever parce que l'entrepreneuriat, c'est pour toutes. Et donc, l'entrepreneuriat, nous, on essaie aujourd'hui de vous faciliter une entrée dans l'entrepreneuriat en vous aidant avec des dispositifs de mentorat, de leadership féminin, mais aussi avec des aides financières, que ce soit pour vous aider dans des systèmes de garde auprès de vos enfants, mais aussi avec des systèmes d'aide bancaire. On le sait, quand on est une femme et qu'on crée une entreprise et qu'on a besoin d'aller voir une banque, déjà, on ose moins aller voir son banquier. Mais en plus, quand on va voir son banquier, on demande moins d'argent qu'un homme. Donc, nous, on est là aussi pour vous booster et vous dire que quand on demande moins, on a moins. Et en plus, quelquefois, parce qu'on est une femme, on nous donne encore moins. Donc, il ne faut pas hésiter à demander plus et de se faire reconnaître et de prendre sa place en fait, dans cette société parce qu'il y a une place pour toutes les femmes, pour toutes les jeunes filles et qu'on a besoin de votre énergie pour construire ce monde meilleur. Et donc, moi, je suis assez admirative, en tout cas, de ce qui est fait ce soir par Tekit, parce que quand je suis arrivée, alors déjà, je vous avoue que ça fait très très longtemps que j'ai pas vu une queue aussi grande. Je sais même pas si à la Fashion Week ils ont la chance d'avoir autant de filles qui font la queue dehors. Donc déjà bravo à vous, en tout cas, pour l'engouement que vous avez créé autour de votre événement et pour l'excellence des tables rondes que vous proposez ce soir. Et donc, je donne la parole à cette première table ronde et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup. Donc, je prends le relais. Je vais me présenter très brièvement. Donc, je suis Marianne Magnac. Je suis co-créatrice et présidente d'une association qui s'appelle Quelques femmes du numérique, qui a été créée en 2012 avec donc un compère qui s'appelle Olivier Esrati, qui est extrêmement connu dans l'écosystème numérique. Et on a un peu mis au jour le rôle modèle dont on parle beaucoup aujourd'hui, photographique, puisque nous, en fait, on photographie des femmes qui sont dans des métiers du numérique, que ce soit des jeunes filles jusqu'aux ministres, quand ce sont des femmes. Avec un biais, on va surreprésenter les métiers où aujourd'hui,
et depuis 10 ans 13 ans qu'on travaille sur ces sujets où il y a le moins de femmes, c'est-à-dire les métiers techniques et l'entrepreneuriat. Donc, on montre la rareté par le volume, puisqu'on a 800 rôles modèles dans notre base, pour dire que les femmes, c'est pas uniquement aller dans les métiers du digital, où ça, on y va tout seul, merci les stéréotypes. En revanche, les métiers de la tech, le pouvoir, il est dans la tech aujourd'hui. Quand vous prenez les plus grosses entreprises mondiales de la tech, elles ont été créées par des développeurs. Donc, les femmes, il n'y a aucune raison, on a le même cerveau, on peut aller dans des métiers techniques. Et moi, dans les 800 femmes qu'on a photographiées, il y a énormément de femmes qui adorent être dans un métier très technique. Voilà, donc ça, c'est très important, je tiens vraiment à le dire, pour que, voilà, c'est juste vous qui choisissez, mais on sait qu'aujourd'hui, le problème, c'est l'autocensure qu'on a vis-à-vis de soi-même. Voilà, donc je m'arrête là. Je vais je remercie Tekit pour cette table ronde, parce qu'il y a une vraie urgence. Il y a 2 chiffres. Aujourd'hui, il y a 75% d'hommes dans les métiers techniques. J'aime bien le dire comme ça, parce que ça montre à quel point les femmes, elles sont peu présentes. Et l'autre chiffre qui est en plus encore aussi terrible, c'est qu'aujourd'hui, vous avez 3% des filles qui choisissent en première la spécialité numérique et sciences. Donc ça veut dire que, 1, on a un problème d'absence des femmes aujourd'hui dans le numérique, et 2, la relève n'est pas là. En sachant qu'il y a une centralité du sujet du numérique dans nos sociétés, on le voit avec l'actualité géopolitique aujourd'hui, et donc il faut absolument que la moitié de l'humanité soit aux commandes de la façon dont on conçoit les outils qui conditionnent nos vies, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. C'est un enjeu économique, social, politique, démocratique. Donc vraiment, il faut y aller, et il n'y a aucune raison pour que les filles n'y aillent pas et n'y arrivent pas autant que les hommes. Voilà. Donc ça, c'est un message très très clair, et donc les chiffres parlent vraiment d'une rareté qu'il faut absolument combler. Alors, je vais vous présenter nos 3 intervenantes et intervenants. Donc, Lise Yesoro-Werlé, donc vous êtes directrice diversité, équité et inclusion chez Pluxee. Vous allez tout de suite nous dire ce que fait Pluxee. Ensuite, nous avons Alice Cambla, qui est donc direction des opérations de Hays pour les recrutements seniors dans la tech, et Houssine Menasser, qui est fondateur et dirigeant de Winside. Donc, j'ai une première question. Déjà, présentez votre entreprise. Et puis, même si on va se pencher plus, de façon, on va se concentrer sur l'égalité homme-femme, j'aurais une première question par rapport à la notion de diversité, dont on parle beaucoup. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'elle a un rôle stratégique aujourd'hui dans votre entreprise? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous donner une illustration concrète? Lise, à vous. Bonjour. Donc pour commencer, effectivement, Pluxee, c'est une ancienne filiale de Sodexo qui est en fait aujourd'hui indépendante, cotée en bourse, et c'est une entreprise qui est spécialisée dans l'engagement collaborateur. Donc, en l'occurrence, vous connaissez peut-être si vous avez eu une carte restaurant, puisque une grosse partie de l'activité, ce sont des services, des avantages collaborateurs qu'on fournit à nos clients, aux entreprises, et donc eux-mêmes ont la possibilité derrière de délivrer ces cartes restaurants ou des cartes cadeaux, des chèques culture, etc. Donc vous les connaissez peut-être comme cela. En tout cas, on est présent dans 29 pays aujourd'hui. Et la diversité, c'est quelque chose de très important, comme dans beaucoup d'autres entreprises. Dans nos services qu'on appelle diversité, équité, inclusion, il y a le E de l'équité. Donc, évidemment, en premier lieu, c'est un indispensable RH. On est aujourd'hui les garants de l'équité des process. Donc, garantir que tout le monde a la même expérience du recrutement à la formation jusqu'au départ à la retraite. La diversité, c'est aussi indispensable pour le business. Et ça, c'est vrai qu'on l'entend un petit peu moins. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui ont connu des échecs commerciaux. Vous avez peut-être entendu parler des logiciels de reconnaissance faciale ou même les robinets infrarouges qui ne reconnaissaient pas les peaux noires. Tout ça, c'est par manque de diversité en fait, dans les équipes de développement, dans les équipes produits. Donc la diversité, c'est aussi le moyen de ressembler à la société et de nous assurer que ce qu'on propose en tant que produit, en tant que service,
service, ça correspond réellement aux attentes des clients. Voilà, il y a plein d'autres échecs. Je ne sais pas si vous saviez, mais l'application qu'on a dans nos téléphones, les applications santé, il a fallu attendre plusieurs années pour enfin voir apparaître des options de suivi de santé féminine, par exemple, parce qu'il n'y avait pas assez de femmes dans les équipes de développement, personne n'y avait pensé. Donc voilà, c'est vraiment indispensable et c'est stratégique. Merci. Alice, pour vous, ça l'est aussi ? Oui, tout à fait. Donc, Hays est une société spécialisée dans le recrutement et le staffing. On est présent dans 32 bureaux à travers le monde. En France, on est présent dans 22 bureaux à Paris et en région. Donc aujourd'hui, oui, la diversité pour nous, ça va être le regroupement de toutes les différences qui vont être liées à l'âge, à l'aptitude physique, au milieu socio-culturel, à la race également et au sexe. Donc ça fait partie intégrante aujourd'hui de notre politique interne. Depuis mai 2018, on est signataire de la charte diversité et derrière ça, on a mis en place 4 objectifs prioritaires, dont l'égalité homme-femme. Donc ça, c'est pour notre politique interne. La bonne nouvelle, c'est que chez Hays, aujourd'hui, en France et au Luxembourg, on est 60% de femmes et 40% d'hommes. Du côté de nos consultants, du coup en recrutement, comment on va s'assurer au final qu'ils respectent le cadre légal du recrutement, parce qu'il y en a un en France. On a mis en place 2 choses. La première, c'est la formation e-learning dès leur arrivée en fait chez Hays. Et la deuxième, pour s'assurer que c'est bien ancré en fait dans leur façon de travailler, c'est la formation en présentiel à notre siège à Paris. Donc tous les consultants de France viennent à Paris pour être formés beaucoup plus en détail sur le cadre légal, la déontologie dans le recrutement, et on va les sensibiliser justement aux 26 critères discriminants pour être sûr qu'ils les connaissent bien et qu'ils puissent assurer derrière au final un recrutement qui est éthique et égal pour tous. Voilà. Exemple de critères, pareil. Ça peut être l'état de grossesse, ça peut être le sexe, ça peut être l'état de santé également. Donc voilà, il y a 26 critères qui sont déterminés par la loi et voilà, qu'on doit connaître pour pouvoir assurer un recrutement égalitaire chez nos clients. Donc que ce soit du recrutement en CDI, mais aussi de la prestation de services externes. Merci. Alors, aussi, Navo, chez Winside. Alors, nous, Winside, on est une école qui créons de nouveaux projets professionnels à destination de personnes de plus de 50 ans. Donc, nous, on est dans un triangle, un peu un triangle des Bermudes, dans le sens où on s'adresse à de la tech, aux femmes et à ce qu'on appelle des seniors. Mais nous, on n'utilise jamais le mot senior, on dit personne en seconde partie de carrière. Je trouve ça très péjoratif d'appeler des personnes plus de 50 seniors. Et la diversité, ce que ça m'évoque, ça m'évoque déjà, je trouve ça très curieux. Ici, on est dans un lieu qui se dédie à créer le monde de demain et avec des profils qui se ressemblent tous. Or, si vous êtes dans une phase d'idéation ou de création, le fait de tous se ressembler, on va tous aller dans la même direction. Et c'est pour ça que nous, très rapidement, dès 2018, on a commencé à créer des parcours dédiés à des personnes de plus de 50 ans, à des femmes. On a des cohortes 100% féminines. On a un programme qui s'appelle Nos Codeuses qui est dédié 100% à des femmes. Et ce qu'on propose, c'est former et ensuite proposer ces profils à des entreprises grâce à différents contrats. Et le principal, ça reste le contrat de professionnalisation. Donc voilà ce que m'évoque la diversité. Tout à l'heure, vous avez commencé par des chiffres et je vais juste en rajouter 2. Ce que nous, on a créé, ce qu'on appelle la charte plus de 50 dans la tech, qu'on a fait signer à des entreprises que vous devez connaître, Lydia, Malte, voilà ce genre d'entreprise. Et en fait, c'est venu de quoi? C'est venu d'une étude qu'on a portée. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais je fais partie de French Tech Grand Paris aussi. Donc cette étude a été créée avec French Tech Grand Paris. Et peut-être que ça fera écho tout à l'heure au sujet qui a été évoqué par la personne qui a ouvert cette prise de parole, l'entrepreneuriat. Je pense que c'est aussi un sujet sur lequel on devrait revenir sur des notions de diversité. Les chiffres que je vais vous citer, c'est les suivants. Dans les entreprises de la tech, et essentiellement ceux en Île-de-France, vous avez 2% de plus de 50 ans et 7% de plus de 45 ans. Tout le reste, c'est en dessous. Donc vous avez fait part tout à l'heure des chiffres sur la féminité, sur la place des femmes dans la tech. Au sujet de la seniorité, c'est assez critique aussi. Merci. Alors, maintenant, on va regarder, je pense que c'est important de comprendre pourquoi on en est là, avec les chiffres que vous venez de donner. Quels sont les freins qui agissent encore aujourd'hui, qui empêchent les femmes, les jeunes filles, d'aller dans des postes techniques dans le numérique? Oussine, gardez la parole.
Les freins, c'est comme toute personne qui veut entrer dans un nouvel écosystème ou dans un nouveau cercle. C'est le vocable, la posture et les compétences. Et aujourd'hui, tout ça, c'est accessible assez rapidement. On parle de tech. La tech, en effet, elle a été créée par des personnes qui se ressemblent. Mais par contre, elle peut être utilisée par pléthore de personnes avec des profils différents. Aujourd'hui, c'est très accessible. Aujourd'hui, c'est difficilement audible d'entendre qu'une personne n'a pas accès à la formation. Je ne dis pas ça parce que nous, on est une école. Mais aujourd'hui, tout à l'heure, vous l'avez évoqué, vous faites par exemple du e-learning. Nous, de par la typologie de personnes à travers laquelle nous nous adressons, on fait du présentiel parce que c'est préférable pour ces personnes. Mais aujourd'hui, avoir du vocable, avoir la posture, avoir des hard skills, des compétences, c'est tout à fait accessible. Et ce qui manque aussi, c'est de l'acculturation. C'est-à-dire ne pas avoir peur de passer des portes. J'ai commencé à être dans l'écosystème... ce qu'on appelle l'écosystème startup, la Startup Nation, appelez ça comme vous voulez, en 2018. Pour rentrer dans ce lieu, il fallait absolument connaître quelqu'un, soit un entrepreneur, ou avoir une invitation. C'est pas très inclusif. Donc il faut savoir ouvrir des portes. Sur les sujets de l'entrepreneuriat aussi, vous avez plein d'incubateurs, vous avez plein de lieux qui se dédient à ça. Il ne faut pas hésiter à pousser des portes et à pouvoir aussi échanger avec des gens très rapidement. Aussi, est-ce que vous pouvez donner un exemple concernant la posture? Ça veut dire quoi avoir la posture est un frein? La posture, c'est avoir quelqu'un en face de vous qui est rempli d'anglicisme et qui dit qu'il a commencé son business from scratch et quels sont vos KPI. Ça, c'est très sketch. C'est de l'esbrouf, tout ça. Parce que si moi, je m'intéresse à vos univers, si vous utilisez vos vocables, bah forcément, je ne vais pas comprendre. Bah voilà un bon exemple de posture. Oui, c'est tellement juste. Merci. Alice, alors, les freins pour vous? Pour moi, le principal frein que j'identifie aujourd'hui, ça va rester le vivier de femmes qu'il y a dans les postes techniques. Et aujourd'hui, il faut, si on ne veut pas se retrouver avec la même problématique dans 10 ans, il faut agir aujourd'hui. Et donc, où on peut agir déjà, c'est à travers, pour moi, c'est dès le collège. À travers les filières généralistes, je pense qu'il faut qu'on démystifie les métiers de la tech, qu'on puisse également évangéliser qu'est-ce que c'est tel et tel métier, mais aussi comment pouvoir accéder à ces métiers à travers quelle filière. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a que les écoles d'ingénieurs qui forment les talents de la tech de demain, mais c'est complètement faux. Il y a énormément de filières différentes, même qui sont généralistes. Ça peut être même des écoles de commerce qui forment au final les métiers de la tech de demain. Donc, comment on peut agir ? Ça va être à travers, pour moi, les entreprises peuvent et doivent au final agir avec les acteurs publics pour pouvoir transformer les programmes scolaires. Et donc, j'imagine 3 choses. La première, c'est il faut former les enseignants aussi au métier de la tech. Qu'est-ce que ça représente pour qu'ils puissent derrière mieux guider les élèves dans leur orientation ? On peut imaginer aussi des intervenants, des femmes qui viennent du métier du numérique intervenir dès le collège pour expliquer ce qu'elles font, comment elles se sont retrouvées dans ces métiers-là. Et à l'inverse, les immersions en entreprise où les élèves, que ce soit des garçons ou des jeunes filles, puissent suivre des femmes spécifiquement qui sont dans la tech, parce qu'on s'imagine toujours aujourd'hui qu'il n'y a que des hommes qui travaillent dans la tech. Donc ça, c'est les 3 idées que j'aurais. Après, si pour avoir un prisme un peu plus société, là où dans les entreprises, là où nos clients vont avoir le plus de talents féminins, ça va être dans les métiers de la MOA, de l'analyse fonctionnelle, chef de projet, tout ce qui est data aussi, on en retrouve beaucoup. De plus en plus en développement, mais encore extrêmement peu en infrastructure. Et c'est là où on va retrouver le plus gros des métiers techniques. L'infrastructure reste très technique. Les raisons que nous donnent nos clients pour embaucher plus de femmes, nous, on ne peut pas répondre positivement à ça, mais c'est vrai que ça nous est souvent demandé. Ils nous expliquent que c'est des meilleures communicantes, qu'elles respectent mieux les délais et qu'elles sont aussi mieux organisées dans leur travail. Donc nous, en tant qu'acteurs du recrutement, on ne peut pas répondre positivement, on doit rester égalitaire, comme j'expliquais, envers tous, mais quand on a ce type de demandes qui viennent de nos clients, c'est pour ces raisons-là qu'ils souhaitent en avoir. Juste, MOA, c'est maîtrise d'ouvrage. Voilà, expliquez juste pour la salle. Voilà. Oui, maîtrise d'ouvrage, donc tout ce qui est analyse business, donc faire le lien au final entre les besoins des utilisateurs et la technique. Voilà, c'est la personne qui va garantir que les besoins métiers soient bien retranscrits aux personnes qui vont développer derrière.
Oui, juste pour compléter ce que vient de dire Alice, on a un souci aujourd'hui sur l'absence de formation des conseillers d'orientation, qui sont comme nous tous, ils ont des biais. Et donc, moi, j'ai eu énormément de femmes que nous avons photographiées qui étaient très, très bonnes en terminale en maths, qui voulaient faire de l'informatique. On leur a dit, c'est pas pour les filles. Donc ça, c'est inentendable. Donc si un jour vous attendez ça, voilà, vous dites non, c'est pas possible, c'est pas vrai, c'est faux. Et la deuxième chose, il y a aujourd'hui une association qui s'appelle 100 000 entrepreneurs qui intervient dans les écoles, dans les collèges. Donc c'est sur les profils d'entrepreneuriat dans la tech et qui passe 1 heure, 2 heures dans des salles justement pour donner envie aux jeunes, filles, garçons, mais voilà, aussi aux filles de se lancer dans des métiers. C'est quoi l'entrepreneuriat aujourd'hui ? Alors, Lise, pour vous, les freins. Même question. Côté entreprise, il y a plusieurs types de freins. Et le premier, c'est celui dont on a parlé. Il y a un manque de représentation féminine, en fait, dans les métiers de la tech. Donc, il faut donner à voir des femmes dans l'entreprise pour que nos cerveaux puissent s'identifier, parce que moi je crois beaucoup à l'impact des biais dans un sens comme dans l'autre, et quand on voit une femme dans l'entreprise, dans les métiers du digital, dans les métiers de la tech, en fait on s'identifie et on se dit que c'est possible. Donc il faut vraiment montrer ses parcours en interne comme en externe. Ensuite il y a des freins au niveau du recrutement. Il peut y avoir des freins dans la manière dont on va rédiger nos annonces, soit parce qu'elles sont 10 fois trop longues, qu'on demande beaucoup trop de choses. Donc ça peut freiner un public féminin. Il y a eu une étude qui avait été faite en interne chez HP, où ils avaient analysé en fait le comportement des candidats et des candidates face à une offre d'emploi, et ils s'étaient rendu compte en fait que les femmes attendaient d'avoir 100% des critères qui sont indiqués dans l'annonce pour postuler. Alors que les hommes, eux, postulaient à partir de 60% d'adéquation avec l'offre. Donc voilà, il peut y avoir des freins si l'annonce elle est trop longue, parce qu'en fait, en bonne élève, les femmes vont se restreindre ou vont se sentir moins en confiance, donc moins y aller. Donc il faut qu'on fasse hyper attention, parce que ça, c'est un frein très important. Après, il y a des freins sur les biais, mais on y reviendra. Et puis après, je pense qu'il y a aussi un frein qui est très important, qui est en interne. Une fois que les personnes sont présentes, il faut faire attention à l'environnement, un environnement non sexiste et un environnement mixte, et c'est aussi hyper important. Je me rappelle avoir entendu Sophie Vigier, qui était à la tête de l'école 42, qui parlait de ça quand elle a récupéré l'école en 2013. Il y avait moins de 5% de filles dans l'école, et aujourd'hui, je crois que j'ai vu qu'elle avait atteint 46% de filles dans les épreuves de sélection à la fameuse piscine, et elle a beaucoup travaillé sur l'environnement. Donc c'est hyper important, parce que c'est bien d'attirer des femmes, de les recruter, mais si elles ne restent pas, en fait, on se retrouve avec le même problème à la fin. Donc il y a le recrutement, mais il y a aussi tout l'environnement sur place qui est hyper important. Oui, ce qu'on appelle en RH le climat de travail. Et il y a eu donc aussi une étude qui est faite sur toutes les raisons pour lesquelles aujourd'hui on a, notamment dans l'ingénierie, des femmes leaders qui commencent à partir, à quitter, justement à cause de ce climat de travail qui regroupe effectivement le sexisme, les micro-agressions, le fait que mon idée est reprise par mon collègue lors d'une réunion, etc. Et que ça arrive plus souvent aux filles qu'aux garçons. Et donc ça, voilà, c'est tout un climat de travail, c'est vraiment des enjeux de culture qui a travaillé pour que, permettre aux femmes d'être, que les entreprises soient juste women-friendly. Les leviers d'action RH qu'on pourrait avoir pour accélérer la féminisation des métiers de la tech. Alice, selon vous? Alors moi, je vois 3 choses. Ça va être la flexibilisation au niveau du temps de travail. Donc ça peut être à la fois la mise en place de politiques de télétravail, ça peut être l'aménagement des horaires, ça aide aussi beaucoup, mais aussi la proposition de faire du mi-temps sur les postes. Et ça, c'est vrai qu'on voit extrêmement peu encore aujourd'hui en tech des postes qui proposent du mi-temps. Et ça permettrait d'équilibrer mieux les responsabilités en effet familiales. Alors du mi-temps, que ce soit autant pour les hommes que pour les femmes, hein, parce qu'au final ça va donner un équilibre vie privée, vie professionnelle à terme. La deuxième chose que je vois, ça va être du sourcing diversifié à travers des réseaux et des écoles qui se veulent en effet inclusives. Donc on peut prendre l'exemple en effet de Winside, on peut prendre l'exemple de Dada Tech School qui est aujourd'hui ici.
aussi la mise en avant, Lise en parlait, la mise en avant des talents féminins en interne. Donc ça peut être à travers 2 choses, le mentorat et le sponsoring. Donc dès que le talent féminin arrive, de se faire mentorer par une manager, une directrice opérationnelle en interne. Et aussi, c'est la mise en lumière des talents féminins à travers des panels, des conférences en interne de ces femmes-là. Donc si pour moi, on reprend ces 3 choses-là, ça aide déjà beaucoup à accélérer la féminisation des métiers dans la tech. Ouais. Vous avez mentionné Ada Tech School, donc Chloé Hermary qui a créé l'école. Vous pouvez juste présenter ce qu'elle fait? C'est en fait des personnes, pour expliquer de manière simple, c'est des femmes qui n'étaient tout simplement pas dans la tech, qui étaient dans des métiers qui sont complètement différents et qui forment en effet les talents féminins à devenir développeuses par exemple. Et derrière, il y a des sociétés, des très beaux noms justement de sociétés qui embauchent ces femmes-là. Et je pense qu'il y a pas mal aussi de témoignages. J'ai vu récemment justement une table ronde qui avait été organisée pour que ces développeuses racontent leur nouveau quotidien. Ça, je trouve que c'est incroyable. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'initiatives ces dernières années qui aident à la formation, à la réorientation des femmes dans la tech. Et ça, c'est génial. Juste par rapport au témoignage, c'est très important de témoigner du parcours de vie parce que, en fait, un des freins que nous, on a vu au fil de nos rencontres, c'est aussi la vie qui va avec ces métiers. Donc, c'est un métier. Donc, si je suis dans le stéréotype, c'est un métier pour geek. Voilà, des garçons qui ne sont pas forcément une vie sociale très développée, etc. Et donc, ça, moi, j'ai souvent remarqué que c'est aussi des freins pour aller dans ces métiers-là où les jeunes filles qui disent mais voilà, ça, c'est des vies qui ne me ressemblent pas, j'en ai pas envie. Alors que pas du tout en fait dans la réalité, mais c'est aussi ça, et il faut aussi montrer ça, c'est à la fois le métier mais aussi la vie que j'ai avec ce métier et que je vis comme une jeune fille ou une jeune fille de mon temps qui a fait une école de commerce ou autre chose. Voilà, c'est ça, c'est très très important parce que souvent on a des stéréotypes qui vont au-delà du métier lui-même et qui vont vraiment aussi sur la vie que j'ai avec. Lise, les leviers d'action pour vous en RH pour accélérer la féminisation de ces métiers? Alors déjà, pour travailler sur l'environnement, on parlait des biais tout à l'heure. Pour moi, les biais sont vraiment fondamentaux dans l'accélération de la féminisation des métiers de la tech et du digital. Il y a notamment 2 biais qui aujourd'hui nous posent problème et sur lesquels il faut qu'on forme les managers. C'est le premier, c'est le biais de similarité. On a tendance à s'entourer de personnes qui nous ressemblent et donc d'aller chercher des clones en fait et de trouver génial qu'on ait fait la même école ou qu'on fasse la même activité ou qu'on aime le même jeu vidéo. Donc ça, il faut faire hyper attention dans le recrutement. Le biais de similarité n'a pas du tout sa place. Au contraire, il vaut mieux aller chercher des personnes différentes. Et puis, il y a un autre biais aussi sur lesquels on forme les managers, c'est le biais de performance. On va avoir tendance à évaluer les hommes sur leur potentiel. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire demain, alors qu'on va exiger des femmes des preuves de ce qu'elles ont déjà fait. Et donc, c'est totalement déséquilibré. En fait, on ne joue pas à armes égales ici. Donc, c'est important qu'on en ait tous conscience pour pouvoir recruter correctement et ne pas demander beaucoup plus aux femmes que ce qu'on demanderait aux hommes. Donc ça, c'est très important. Et puis, d'autres leviers, c'est des programmes dont Alice parlait, des programmes en interne, donc ce que nous on appelle des programmes de rétention. Et il y a aussi des programmes d'attraction. Donc ça, c'est ce que fait Houssine, c'est proposer en fait des formations et nous ensuite en tant qu'entreprise de proposer des périodes de stage, d'alternance ou des contrats. C'est un peu la stratégie du pied dans la porte. Une fois que vous êtes là, en fait, formidable. S'il y a une offre qui s'ouvre, est-ce qu'il vaut mieux recruter quelqu'un qu'on connaît, qui a passé plusieurs semaines avec nous, ou est-ce qu'il vaut mieux repartir dans une recherche de CV de personnes qu'on ne connaît pas? Donc voilà, moi je crois beaucoup dans ces programmes. Voilà. Houssine, pour vous, les leviers d'action? Je vais m'inscrire dans la continuité de ce qui vient d'être dit. Pour moi, déjà, c'est goûter. Goûter, ça signifie quoi? Il y a énormément de métiers dans la tech. Donc, il y a des leviers pour pouvoir goûter. Par exemple, je vais vous en citer un, c'est la PMSMP. Ce n'est pas un joli acronyme, mais il sort de chez France Travail. Et vous allez pouvoir mettre le pied dans une entreprise pour pouvoir vous rendre compte de vous-même d'un métier. C'était très tendance il y a quelques années d'inviter tout le monde à devenir développeur informatique. Tout le monde n'a pas vocation à rester 7 heures derrière un ordinateur. Ok, il y a peut-être des jobs, mais tout le monde n'a pas envie de rester 7 heures. Donc, goûter,
Faites du réseau aussi, c'est très important d'échanger avec des personnes sur des métiers. Ensuite, une fois validé le poste que vous imaginez, c'est se former. Il existe pléthore de formations. Je ne vais pas forcément mettre les nôtres en avant, mais il faut venir chez nous. Mais France Travail vous offre par exemple encore un autre acronyme qui s'appelle la POEI. Ça vous permet de financer votre formation et ensuite d'aller vous professionnaliser dans une entreprise pendant 12 mois et 6 mois minimum. Je trouve que c'est une super opportunité pour vous de mettre ce fameux pied dans la porte et pourquoi pas de valider votre nouveau projet professionnel. Et puis enfin, c'est de miser sur vous. Vous avez toute une expertise, tous, je veux aussi dire tous, il y a quelques-uns, mais vous avez toute une expertise. Je vais vous donner un exemple très concret. Pourquoi les entreprises prennent nos profils ? Pas parce qu'on paraît sympathique, on fait de l'inclusion. Une entreprise, c'est pas une association, il ne faut pas être utopique. Elle tient un modèle économique. Les entreprises en fait, qui nous sollicitent aujourd'hui, c'est qu'elles cherchent une expertise métier adossée à des compétences techniques. Aujourd'hui, si vous avez une vraie expertise, quelle que soit votre expertise, je vais vous donner des exemples, de la finance, du marketing, du RH, ça va venir s'inscrire dans des métiers qui vont faire écho au digital. On parlait tout à l'heure de la MOA. Nous, on travaille avec une structure que vous connaissez peut-être qui s'appelle OnePoint. OnePoint aime beaucoup nos profils. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des personnes qui ont une expertise métier et qui ont ce fameux vocable, qui savent utiliser des outils tech et qui sont très opérationnels lorsqu'ils arrivent chez leurs clients. Donc, c'est goûter, vous former et surtout miser sur votre expertise. Peut-être aussi rappeler ce que fait OnePoint. OnePoint, cabinet de conseil, donc qui intervient sur de la transition écologique, transition numérique et d'autres sujets, mais je viens de citer les principaux. Alors maintenant, très concrètement, quels conseils on pourrait donner à ces jeunes filles et ces jeunes femmes qui sont dans la salle pour leur donner envie de se lancer dans un métier dans la tech? Lise, à vous. Pour reprendre ce qu'on vient de dire, c'est de se faire confiance, de ne pas attendre d'avoir 100% des cases à cocher. Il faut y aller bien plus tôt, il faut tenter. Moi, je pense que c'est ça, en premier lieu, de ne pas se restreindre soi-même. Donc, si on n'a pas 100% des compétences, ce n'est pas grave. On y va quand même. On y va quand même. Alice ? Alors moi, je vais répondre en reprenant mon exemple de parcours, bien que je ne sois pas dans la tech d'un point de vue technique. Mais quand j'ai commencé en fait au cabinet dans un cabinet de recrutement, on m'a dit voilà, tu t'assois là et toi tu vas faire de l'informatique. Donc je dis ok, je vais recruter 4-5 différents profils. Et puis au fur et à mesure des jours, je me rendais compte, j'apprenais des profils, j'ai l'impression que je les maîtrisais. Le jour d'après, je me rendais compte qu'en fait pas du tout. Et puis je voyais qu'il y avait de plus en plus de profils et que ça ne finissait jamais. Moi, c'est ce que j'ai trouvé fascinant, à la fois fascinant, extrêmement frustrant parce que j'arrivais pas à maîtriser assez rapidement tous les métiers. Et c'est là que je me suis rendu compte à quel point c'était extrêmement vaste. Et moi, j'ai appris tout à travers mes candidats et mes candidates sur les métiers de la tech, sur tout l'écosystème de la tech. Et ce que je vous conseillerais vraiment, c'est de prendre contact, déjà de pouvoir vous renseigner sur tous les différents métiers. Parce qu'il faut savoir qu'il y en a énormément. Chez Hays, on a 7 sous-spécialités dans la tech avec des consultants qui sont spécialisés par métier. Parce que justement, c'est extrêmement vaste. On va avoir des consultants qui sont vraiment spécialisés pour aider au mieux les candidats et les clients. Et dans ces sous-spécialités, il y a, on en parlait encore tout à l'heure avec un collègue, il y a énormément de métiers différents, énormément de langages, il y a plein de postes dont on ne parle pas, notamment dans l'ERP, tout ce qui est ERP, CRM, donc ERP, on va parler de SAP par exemple, CRM, Salesforce, et c'est plein de choses au final dont on ne parle jamais. Donc moi, je vous conseillerais en effet déjà d'identifier la globalité, de trouver des canaux où on peut vous expliquer les métiers de la tech sans que ce soit trop complexe, et ensuite de prendre contact avec des femmes sur LinkedIn. LinkedIn aujourd'hui est un réseau extrêmement puissant où vous pouvez rechercher par titre et prendre contact avec des femmes qui font ces métiers-là et de pouvoir leur demander de partager 15 minutes de leur temps pour qu'elles expliquent un peu ce qu'elles font. Et je suis persuadée qu'elles seront ravies de le faire parce que j'ai toujours ressenti dans l'informatique, les personnes qui travaillent dans l'IT, c'est des personnes qui sont passionnées et qui aiment transmettre leur savoir. Donc, je pense encore plus que des femmes seraient contentes d'avoir ce type d'approche. Je confirme vraiment, moi, avec nos rencontres depuis 12 ans, moi, je ne venais pas de ce milieu-là du tout.
Et j'étais vraiment scotchée par le fait que je rencontrais que des passionnées par ce qu'elles faisaient. Et ça fait du bien, des gens engagés. Juste CRM pour la salle, peut-être expliquer les métiers autour du CRM. C'est Customer Relationship Management. Donc, si je prends l'exemple de Hays, vous avez en fait tout ce qui est gestion en fait de nos échanges avec les clients, par exemple. Donc, il faut un logiciel pour gérer tout ça. Donc après, c'est extrêmement bref, comment je l'explique. Il y a plein de choses qui sont derrière. Mais voilà, ça va être une typologie de logiciel, si je l'explique bien, qui gère la relation client, quoi. Ouais. Oussine, un conseil ? Je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit, parce que je trouve que Salesforce est un très bon exemple de métier méconnu, et pourtant ils sont en carence de profil. Ils recherchent énormément de personnes. Il y a des formations qui sont encore une fois financées, et c'est un très bon exemple, et je voulais rebondir sur ce sujet. Au niveau du conseil, soyez vigilants sur votre entourage, parce que lorsque vous allez vouloir changer de profil ou de casquette professionnelle, vous n'allez pas forcément enregistrer que des encouragements, parce que peut-être qu'on aura peur pour vous, peut-être qu'on aura peur parce que vous allez vous orienter vers un environnement qui est tagué homme. Et donc, soyez vigilantes aussi. Il faut savoir écouter, mais il faut savoir aussi trier et prendre les bonnes paroles, parce que ça reste votre projet professionnel. Et je vais revenir sur ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire avant de valider quelque chose, de le goûter, et puis une fois que vous avez la quasi-certitude que c'est la voie que vous voulez prendre, se former et passer ce pied dans la porte. Mais l'entourage, soyez vigilants sur ce qu'on vous dit. Là, je complète par rapport à mon expérience avec notre association. On a vraiment dégagé un pattern avec les 800 femmes qu'on a photographiées. C'est que lorsque vous avez des jeunes filles qui veulent aller dans des filières numériques tech, le père va être la personne qui va être le sas d'autorisation de la jeune fille à aller dans ces métiers, et la mère, qui par souci de protection, va être plutôt la personne qui va, entre guillemets, empêcher. Parce qu'elle sait que c'est un milieu, encore aujourd'hui, comme on l'a vu, très masculin et pas forcément très accueillant. Donc là, il y a vraiment aussi un travail à faire au niveau des mamans, parce qu'il y a aussi changer les représentations, et puis aussi le levier des papas qui sont très importants, et des hommes en général. Aujourd'hui, c'est pas du tout un sujet de femmes, c'est un sujet collectif. Il y a des actions aujourd'hui, notamment avec le syndicat Numéum, qui est le grand syndicat du numérique, qui veut vraiment mettre des actions pour engager les hommes dans ce sujet de féminisation. Donc ça, c'est très très important à avoir à l'esprit. Alors maintenant, est-ce que vous auriez une piste d'innovation RH, pour quelque part imaginer une action toujours en faveur de plus de femmes dans la tech. Alice ? Pour moi, on doit commencer à adresser ces sujets. Ça va être au niveau du board, des boards de direction, parce que sans un fort sponsorship venant des boards, il ne se passera rien derrière. Donc, à travers ma carrière, moi, j'ai vu des sociétés qui ont pris des décisions drastiques, et notamment d'imposer au final au département RH et recrutement d'avoir une shortlist de candidats à la fois 50% d'hommes, 50% de femmes. Après, évidemment, la décision derrière de recrutement se fait sur les compétences, mais comme ça force au final à faire un effort. Et l'idée que je pourrais avoir derrière, ce serait justement dans l'équipe qui recrute, dans l'équipe informatique, de pouvoir engager au final les personnes de l'équipe à recommander une femme dans leur réseau. Alors ça pourrait être une femme qui est dans leur réseau, ou alors ça leur demanderait de faire l'effort d'aller chercher dans les réseaux inclusifs, dans les écoles, ou même eux-mêmes d'aller sur LinkedIn pour trouver des femmes qui font le même métier qu'eux, parce qu'ils savent au final ce qu'ils font. Donc voilà, c'est la piste que j'aurais, et ça aiderait aussi les équipes de recrutement au final à pourvoir les postes plus facilement. Donc voilà, c'est une sorte de cooptation. Les cooptations, c'est quand même très utilisé aujourd'hui dans les sociétés, mais un peu plus précis et inclusif. Oussine ? Moi, ça serait communiquer sur l'accessibilité des compétences tech aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment très accessible de rapidement monter en compétence sur des sujets IA, no-code. Donc, ça serait vraiment communiquer sur ces sujets-là et se les accaparer rapidement, et surtout avoir
une vision. Une vision, c'est OK, aujourd'hui on vous parle beaucoup d'IA, on vous parle beaucoup d'automatisation, peut-être de no-code, de tous ces sujets, mais concrètement, c'est quoi les use cases? Donc c'est s'approprier ces cas d'usage et voilà, communiquer. Je crois que vous êtes une femme de communication de par votre association, donc c'est communiquer sur le côté accessible, le côté formation et l'échange, encore une fois, de par des pairs, de par ce qui vient d'être dit, et sûrement ce qui va être dit. Juste, peut-être expliquer, c'est quoi le no-code? Le no-code, c'est le fait de créer des solutions digitales sans coder. Tout à l'heure, on parlait par exemple de développement informatique. Peut-être que certaines d'entre vous ont entendu parler de C, de Java, de Python. Aujourd'hui, vous pouvez créer, on ne va pas dire l'équivalent, mais vous pouvez créer des solutions digitales. Qu'est-ce que c'est une solution digitale? On parlait de CRM tout à l'heure. Aujourd'hui, vous pouvez créer votre propre CRM avec des outils no-code. Et ça, de façon assez facile, une fois que vous comprenez ce que c'est que la data, comment on la structure à travers une base de données, et bien après, c'est comment savoir la faire communiquer avec, encore une fois, cette vision, un objectif. En fait, je pense qu'il ne faut pas se laisser embrouiller de par de grandes idées que sont l'IA, le no-code, etc. Si vous avez un objectif, eh bien, c'est comment atteindre cet objectif de par ces notions tech. Lise, une innovation RH? Alors, c'est pas une innovation, mais je pense que c'est un levier très puissant. C'est à peu près les mêmes idées que celles d'Alice, mais moi je pense qu'il faut impliquer les finances personnelles des gens. Autrement dit, c'est bien d'avoir des engagements du board. Maintenant, si les gens du board ont un bonus qui est lié à l'atteinte de ces résultats, c'est assez étonnant, ça va fonctionner encore mieux. Et la cooptation, si elle est par exemple double, quand on ramène une candidate dans un métier masculin ou un candidat dans un métier féminin, je pense que voilà, ça donne un petit peps tout d'un coup à la mesure. Une vraie piste, sinon, enfin, c'est pas une innovation non plus, mais il faut pas qu'on construise un monde excluant pour les hommes, parce que je pense que les meilleurs alliés ici, ce sont les hommes. Ça peut être compliqué pour des hommes d'entendre dire qu'on veut recruter des femmes dans le métier de la tech quand eux, ils ont tout de suite peur du grand remplacement. Donc, il faut se servir d'eux aussi pour nous aider. Et il y a ce qu'on appelle le daughter effect. Certains hommes, quand ils ont une fille, tout d'un coup, ils se réveillent. C'est ceux-là qu'il faut aller chercher parce que ça devient des super alliés. Donc moi je crois beaucoup à ça, pas un monde excluant, mais un monde où on travaille ensemble pour cette mixité en fait dans les métiers du digital. Oui, et pour compléter, on sait aujourd'hui que les entreprises qui dans leur marque employeur sont très ambitieuses sur l'égalité homme-femme attirent les talents masculins parce que c'est un signe de culture d'entreprise très accueillante et ouverte, même s'ils ne sont pas directement concernés. C'est toujours, on envoie un signal extrêmement positif d'ouverture sur le respect des égalités. Donc, c'est pas vraiment, et ça je le tiens à dire, ce n'est pas un sujet de femmes. Voilà. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la salle, merci messieurs d'être là, il y a une majorité de femmes, mais c'est un sujet collectif de société qui est bénéfique pour tout le monde, pour toutes les parties prenantes de la société. L'égalité, ça crée toujours une société plus en paix, prospère. Donc, ça vraiment, tout le monde a intérêt. Et je crois que les hommes, ils sont à nos côtés pour faire bouger les choses. Et c'est très important d'avoir ce message-là. Bon, écoutez, je pense qu'on va remercier Lise, Houssine et Alice. Merci. Merci beaucoup à vous d'être venus. Et puis, en espérant que vous ferez bonne aventure dans le numérique. Merci, bonne soirée.